En manchette, terrain contaminé à Jonquière et un nouveau vol quotidien aller-retour Montréal-Saguenay. Mesdames et messieurs, bienvenue au Web Journal du lundi 27 janvier. 5 types de contaminants ont été identifiés dans le sol d'un terrain acheté par la ville de Saguenay où étaient situés les concessionnaires Mazda et General Motors sur la rue Saint-Dominique à Jonquière. 8 logements sociaux ainsi qu'une garderie y seront construits. Ce projet représente un investissement de 5 millions de dollars. Frédéric Messel-Holder, avant que la construction ne débute, le ministère de l'Environnement exige la décontamination du site. Oui, c'est exact. Selon 2 articles de la loi sur la qualité de l'environnement, la Ville doit d'abord procéder à la décontamination du terrain qui est situé devant le Shell au 2253 rue Saint-Dominique avant de procéder à la construction des 8 logements sociaux ainsi que la garderie. Donc, l'opération est prévue dès que le sol sera dégelé. Un appel d'offres sera alors lancé afin de déterminer qui s'occupera du contrat de décontamination. Mais pour le moment, la Ville a quand même débuté une première démarche. On écoute le président d'arrondissement de Jonquière, Bernard Noël. Les 17 autres logements vont être construits sur un autre site qui reste à déterminer. Sont en train de chercher justement un terrain pour construire les 17 autres logements. À quand est prévu le début des travaux? Oui, la construction de 8 des 25 logements sociaux sera entamée dès que la décontamination sera effectuée. Alors, on parle de fin mai, début juin pour le premier site. Puis qu'en est-il du deuxième site? Le deuxième site, eh bien, l'endroit n'est pas encore déterminé, mais c'est inclus tout de même dans le projet de 5 millions. Voilà ce qu'avait à dire M. Noël. On a mandaté une firme là, pour évaluer la quantité de sol contaminé. Il évalue à environ entre 150 et 200 tonnes de terre. Et cet investissement sera sans doute bénéfique pour la région? Oui, bien entendu, la coordonnatrice de Logement Trail, Sonia Côté, se dit heureuse que la lutte contre la pauvreté demeure une priorité pour la Ville. Il faut comprendre que même si depuis 10 ans, 492 logements sociaux ont été bâtis, le besoin demeure grandissant à Jonquière puisque 450 personnes sont en attente d'un logement social. Donc, c'est ça. Et à quand la livraison du projet? Eh bien, les 24 logements sociaux ainsi que la garderie seront disponibles dès le début du printemps 2015. Merci beaucoup, Frédéric. Au revoir. Il sera plus facile que jamais pour la communauté d'affaires de voyager de Saguenay à Montréal et vice-versa. La compagnie Pascan Aviation a annoncé ce matin l'ajout d'un vol supplémentaire entre les deux villes. Sébastien Roy, quels en seront les avantages? Oui, Roxane, Pascan reprend le flambeau de Starlink et offre maintenant un deuxième vol direct de Bagotville à Montréal. Les utilisateurs de ce service bénéficient de plusieurs avantages en utilisant l'avion plutôt que l'automobile. Le prix d'un billet aller-retour de Bagotville à l'aéroport de Saint-Hubert à Montréal est de 670 $. Pascan offre en plus un système de navette jusqu'au centre-ville de la métropole. On fait des calculs, nous, puis on sait que c'est moins cher prendre l'avion, faire l'aller-retour dans la même journée que de prendre la voiture puis être parti 2 jours. Pascan se veut plus accommodant que les autres transporteurs aériens. Le billet peut être transféré à une autre personne. Il est également possible de reporter son départ sur un autre vol en cas d'empêchement. Si une navette serait en retard à cause du trafic, le pilote de l'avion attendra son retour avant de décoller. Il va sans dire que la rapidité est un élément clé pour Pascan, dont les vols se feront directement entre Saguenay et Montréal. L'avantage premier, c'est de pouvoir faire l'aller-retour dans la même journée. Pour les gens d'affaires qui ont un rendez-vous à Montréal, c'est rapide. C'est 1 heure de vol. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, a aussi participé à la conférence de presse, affirmant que Promotion Saguenay soutient Pascan. Aucune aide financière n'est prévue pour aider le transporteur aérien. Ce dernier devra vendre environ 360 billets par mois pour être rentable, soit une moyenne de 9 passagers par vol. Par ailleurs, le président de la Chambre des commerces de Saguenay, François Gagné, a annoncé que ses membres allaient bénéficier de certains avantages en utilisant les avions de Pascan. Mais il y a un escompte qui va être assujetti à tous nos membres de la Chambre de commerce. On va non seulement des escomptes, mais aussi des avantages. La Chambre de commerce de Ville-Saguenay annoncera d'ici peu les avantages que ses membres pourront bénéficier en utilisant le transporteur Pascan. Sébastien Roy, ATM Nouvelles, Chicoutimi.
6 centres de la petite enfance du Saguenay offriront 81 nouvelles places d'ici à 2016. Le CPE La Souris Verte de l'arrondissement de Jonquière en obtient le plus avec grand nombre, avec 21 places, suivies par le Mini-Monde à la baie avec 19. 2 femmes de 68 et 82 ans ont été arrêtées vers 20h30 hier après avoir dérobé le contenu du coffre-fort du marché Saint-Marc de la rue Bagotte à la baie. Selon le propriétaire, entre 7 et 10 000 $ auraient été volés. Les 2 individus pourraient comparaître au palais de justice de Saguenay. Le ministre des Transports, des Affaires municipales et député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, était de passage aujourd'hui au Cégep pour se pencher sur le dossier du CAMS. Il a rencontré la direction et le conseiller Bernard Noël en matinée. Sylvain Gaudreault souhaite voir la plus grande progression possible du projet avant le déclenchement des prochaines élections. Afin d'en savoir davantage, notre journaliste Andréane Larouche s'est entretenue avec M. Gaudreault plus tôt aujourd'hui. Sylvain Gaudreault, bonjour. Oui, bonjour. Donc, d'abord, pour commencer, vous avez mentionné récemment que le projet du CAMS qui vise la prévention en santé et les saines habitudes de vie va bon train. Pouvez-vous nous dire un petit peu où vous en êtes dans ce projet-là? Oui, en fait, vous savez que c'est un projet qui est unique, qui est un projet pilote à travers le Québec. Vous savez qu'on a des défis énormes en termes de prévention, de maintien des saines habitudes de vie dans la population. Et c'est un projet qui va chercher la collaboration de principaux partenaires comme l'hôpital de Jonquière, le Cégep de Jonquière et la ville de Saguenay. Et depuis 2010, ces 3 partenaires-là ont travaillé très étroitement pour encore bonifier le projet, l'améliorer, le rendre encore plus utile, je dirais, plus à jour dans la communauté. Et c'est le travail qu'ils ont fait au cours des derniers mois. Alors là, ils m'ont présenté de nouveau le projet avec ces bonifications-là en termes d'équipement, aussi de pertinence, parce qu'on a des nouvelles données qui démontrent que la population de Jonquière, par rapport à l'ensemble de la région, a plus de problèmes de santé, par exemple au niveau du cancer, du diabète. Alors là, on est en train, une fois que j'ai ce projet-là, de voir comment on va le financer à l'intérieur des programmes du gouvernement du Québec. Vu que c'est un projet pilote qui sort des normes, bien évidemment, il faut que nous aussi, on soit en dehors des normes là, du côté du gouvernement du Québec. Et c'est ça qu'on est en train de regarder là, pour voir comment on peut le financer. Puis quelles sont les bonifications dont vous avez parlé? Bien, en fait, c'est d'aller chercher des nouveaux partenaires dans la communauté. Les promoteurs ont fait des approches auprès, entre autres, de la commission scolaire, auprès du Patro de Jonquière. Le Patro de Jonquière, on sait, c'est une institution très, très importante et où il y a des centaines de jeunes qui passent par année. Il y a eu aussi des bonifications au niveau de la justification quant aux données sur la santé de la population, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu aussi des bonifications quant au projet en lui-même pour, je dirais, maximiser ou rendre encore plus efficaces les coûts. Par exemple, d'investir davantage dans les équipements plutôt que dans les choses qui l'environnent, comme le stationnement ou la structure comme telle. Mm-hmm. Quand va-t-il y avoir d'autres développements? Bon, on se rencontre, les promoteurs et moi, on se rencontre très régulièrement sur ce projet-là. Il y a eu, avant les fêtes, une rencontre avec les promoteurs et les fonctionnaires du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation, de mon ministère aux Affaires municipales pour regarder les besoins. On s'est encore vu très récemment et là, bien, on devrait avoir des nouvelles dans quelques semaines. Mais vous savez, il y a à la fois une participation financière des promoteurs, une participation financière du gouvernement du Québec, c'est celle que je suis en train de travailler, ça va prendre aussi une participation du gouvernement fédéral. En gros, c'est un projet d'environ une trentaine de millions de dollars. Alors là, il faut qu'on soit capable de bien partager le montage financier entre les différents partenaires. Puis d'ici la fin de votre mandat, qu'est-ce que vous voulez absolument réaliser par rapport à ce projet-là? Bien, écoutez, c'est parce que là, on est dans un contexte de mandat de gouvernement minoritaire. Alors, c'est embêtant de dire ce qu'on veut avoir réalisé avant la fin du mandat parce qu'on n'a pas le total contrôle sur le déclenchement de la campagne électorale vu qu'on est un gouvernement minoritaire. Alors, il faut que je me place comme si j'étais dans un mandat normal de 4 ans. C'est sûr que dans un mandat normal de 4 ans, je souhaiterais qu'on soit capable d'avoir entamé les travaux de construction du CAMPS. Mais là, on a un contexte de gouvernement minoritaire. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être en élection. Donc, ce que je peux vous répondre là-dessus par rapport à un gouvernement minoritaire, c'est que je veux qu'on aille avancer le plus possible dans le projet du CAMPS. Mais il est embêtant pour moi de vous dire
ce qu'on aura réellement réalisé au moment du déclenchement de l'élection, parce que c'est pas nous autres qui avons nécessairement le doigt sur le piton là, du déclenchement de la campagne. Et dans un autre ordre d'idées, la semaine dernière, 2 ponts de la région ont nécessité des interventions, un à Alma et un à Jonquière. Est-ce que c'est des ponts qui présentaient un risque pour la sécurité publique? Non, c'est des ponts, c'est des viaducs pour lesquels on avait déjà identifié un certain nombre de problèmes qui méritaient d'être corrigés, mais pas de façon urgente, là. Les inspections qu'on fait sur les ponts partout à travers le Québec, c'est régulier. Il y en a tout le temps. Puis il faut savoir aussi que nos ponts et nos structures sont vieillissantes. La moyenne d'âge au Québec des structures, c'est autour de 38 ans. Alors, puis il y a plus d'autos qu'avant, puis donc, sont plus abîmés qu'avant. Alors, il faut qu'on les surveille de très près. Ce qu'on a fait à la suite de l'effondrement d'une poutre, pas d'une poutre, mais d'un morceau de béton sur un véhicule, là, un événement que je déplore de façon incroyable, là, il y a quelques semaines à Laval, c'est-à-dire à Montréal, sur la 40. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a agi de façon préventive. On est allé plus vite. Normalement, l'inspection qu'on a faite la semaine passée, on aurait dû la faire à la période de dégel, mars-avril. Alors, on l'a fait avant. Ça veut dire qu'on a agi tout de suite au lieu d'attendre au dégel. Mais ça ne veut pas dire que si on ne l'avait pas fait, il y aurait des morceaux du pont qui auraient tombé sur des autos. Là. Ça ne veut pas dire ça. C'est juste qu'on a agi de façon préventive. En terminant, est-ce qu'il y a d'autres ponts de la région qui sont à risque? Non. En fait, on fait des inspections, comme je vous disais, de façon régulière. Les ponts ne sont pas à risque. On agit de façon correcte pour préserver la sécurité des usagers. Et c'est sûr que, comme je vous disais, les infrastructures sont toujours à revoir puis à améliorer. On l'a vu avec le pont du Buc, il y a des travaux à faire, il va en avoir d'autres à faire. Mais ça, c'est dans le cours normal de l'entretien des infrastructures. Mais il n'y a pas de pont ou de structure à risque à ce moment-ci. Mais c'est sûr que je ne peux pas prévoir l'avenir, là, mais le travail qu'on fait, on le fait bien. Puis je pense que ça nous permet de rassurer la population. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Gaudreault. Merci. Alors, je m'entretenais avec le ministre des Transports, des Affaires municipales et député de Jonquière, Sylvain Gaudreault. De retour à vous, Roxane. Une application mobile et Internet de la Société de transport du Saguenay pourrait faire son entrée dès l'été prochain. Une carte interactive permettra aux citoyens de faciliter leur transport en autobus. Simon Proulx, cette innovation devrait optimiser le système de transport en commun? Oui, Roxane, ceux qui se plaignaient du manque de clarté des horaires de la STS seront ravis. Cette nouvelle application permettra aux usagers de planifier leur transport avec la STS. L'idée vient du conseiller municipal du district 11, Simon-Olivier Côté. L'application sera capable d'analyser l'itinéraire de l'usager, puis de le conseiller sur les autobus à prendre en prenant compte de ses restrictions de temps. Parce que, mettons, tu es chez toi ou tu es, je sais pas, dans un café ou à l'école ou peu importe, puis là, tu dis, ben moi, je pars de tel endroit, je vais aller voir mon ami pour une rencontre de travail à quelque part, mais là, tu tapes d'où tu pars, d'où tu vas, puis là, ça va te dire, ben ça va te prendre 42 minutes. Tu prends tel bus, tu vas avoir un transfert à faire là. Puis, En plus de l'application, M. Côté affirme qu'un processus de réaffichage dans les abribus se mettra en branle pour clarifier les horaires. Avec ces innovations, il espère voir l'achalandage à la STS augmenter pour éventuellement pouvoir améliorer le réseau de transport en commun. On a un très bon système de transport quand même qui passe assez fréquemment. Peut-être que ça pourrait être plus fréquent, mais quand même, je pense qu'on a un bon système en général. Mais pour optimiser son utilisation, je pense que ça serait bien d'avoir ce genre d'application-là. Et il y a plus de gens qui l'utiliseraient, ça, j'en suis persuadé. Pour la conception de l'application, rien n'est encore décidé, mais Simon-Olivier Côté pourrait opter vers l'entreprise chicoutimienne MapGear. MapGear est déjà en train de développer une application similaire pour la Société des transports de Montréal. Selon notre expérience avec les autres sociétés de transport en commun, lorsqu'on demande d'être des usagers, lorsqu'on fait des tests avec les usagers directement, et on leur demande de dessiner le site web parfait pour eux, ils vont toujours mettre une carte au cœur de l'application. Donc, c'est important de mettre l'accès sur les choses qui vont être utiles et conviviales à l'usager. Le projet n'est pas encore commencé, mais les employés de MapGear se disent intéressés à travailler avec la STS sur cette application. C'était Simon Proulx pour ATM Nouvelles, à Chicoutimi. Alors que planent des rumeurs d'élection, le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, et ses députés se réuniront à Saint-Félicien demain et mercredi pour discuter des orientations et des stratégies politiques. Le caucus a pour objectif de préparer le PLQ en vue de la session parlementaire qui débutera le 11 février.
Revendiquer plus de pouvoir pour la formation de la main-d'œuvre et promouvoir l'indépendance du Québec, voilà ce que le Bloc québécois compte d'ici aux prochaines élections fédérales prévues en 2015. Le parti a réitéré ses intentions hier après-midi lors d'un point de presse qui clôturait le congrès régional du Bloc québécois à Alma. Sabrina Melaison, quel dossier le Bloc veut-il remettre sur la table? En fait, le gouvernement fédéral voulait introduire une condition quant à l'investissement du budget alloué pour la formation de la main-d'œuvre au Québec. Le Bloc québécois veut donner au Québec le pouvoir de pouvoir gérer cet argent-là sans condition et en tenant compte des besoins de chaque région. Le Bloc veut aussi lutter contre la fermeture et le transfert des services comme Post Canada et le Bureau des transports à Jonquière vers les grands centres pour éviter la dévitalisation des régions. On écoute un extrait. Quand on ferme le bureau de poste, le dépanneur, c'est le capital d'attrait. Il y a moins de familles qui viennent s'y établir. Donc, des fois, l'école de village est menacée, elle ferme. Donc, c'est un effet qui engendre, je dirais, un moins grand intérêt pour les communautés rurales. Et le Bloc québécois travaille fort pour revenir en force? Oui, surtout depuis la défaite en 2011, alors que 4 candidats seulement au Bloc québécois avaient été élus. M. Claude Patry, député de Jonquière-Alma, a souligné que 2015 serait un vent de nouveau et qu'il allait renaître de ses membres pour avoir des nouvelles idées qui reflèteront le Québec. On écoute ce qu'il a dit. Si nous, ils pensent qu'on est mort, bien, je pense pas. Si dans la région, on passe, puis on nous voit de plus en plus dans les médias, puis on chicane pour garder nos acquis, puis nos petits avoirs qu'on a, qu'on est en train de se faire lapider par les conservateurs. Fait qu'on va travailler pour être là en 2015. Et est-ce qu'on veut parler à nouveau d'indépendance au Québec? Oui, bien, le député de la Haute-Gaspésie, Jean-François Fortin, souligne qu'avec la tendance du gouvernement canadien de vouloir centraliser les pouvoirs, il voit la nécessité du Québec de devenir un pays, ce qui pourrait permettre d'avoir les moyens de pouvoir prendre des décisions qui vont refléter le Québec. Alors, on écoute ce qu'il a à dire. Pour nous, c'est pour être maître d'œuvre des politiques qui vont s'appliquer sur notre territoire. Parce que présentement, tous les partis fédéralistes à Ottawa prennent des décisions qui s'appliquent à tout le Canada. Et le Québec n'est pas la priorité dans ces décisions-là. Ça fait plaisir. Au sport. Un programme sport-études en cyclisme verra le jour au Collège d'Alma à compter de l'automne prochain. Il s'agira d'une formule unique au Québec. Le Collège souhaite recruter au moins 12 athlètes pour le lancement du programme. Roby Saint-Gelais, y a-t-il déjà un engouement autour de cette annonce? Oui, Roxane. Plusieurs athlètes de la région étaient d'ailleurs présents ce matin pour le lancement. Tous saluaient l'initiative et provenaient du club Cyclone d'Alma qui a fait sa marque au cours des dernières années. Le Collège d'Alma veut devenir la référence en matière de cyclisme et prend les moyens pour y arriver. Avec l'entraîneur du club Cyclone d'Alma et enseignant en éducation physique, Jules Dufour, on vise recruter les meilleurs espoirs régionaux qui amorceront leurs études collégiales. 15 places maximum sont disponibles pour la première année du projet. L'objectif est d'offrir aux athlètes l'occasion de poursuivre leur cheminement sportif à la sortie du secondaire, ce qui représentait un manque pour le développement du cyclisme régional. C'est un outil supplémentaire. On a besoin de partenaires. Pour développer de la haute performance, on a besoin de partenaires. On a besoin de gens qui croient à l'optimisation de la performance. Puis les institutions scolaires, moi, je pense, font partie de ces partenaires-là. Ça répond aux besoins des jeunes. Hein? Les jeunes, aujourd'hui, veulent avoir, ils veulent réussir leur formation académique, mais ils veulent être dans un environnement où ils vont pouvoir se dépasser. Il en coûtera 1 250 $ aux athlètes désireux de faire partie de l'aventure. Ils continueront d'évoluer au sein de leur club respectif pendant la saison. Le principal défi sera de convaincre le jeune que l'entraînement collectif est une meilleure avenue. Et de déraciner des athlètes en sport individuel, c'est plus difficile. C'est plus difficile qu'en sport collectif. Parce que tu peux faire ton entraînement personnel chez toi. Là, avec un programme moins chargé et un entraînement quotidien avec Jude et puis un bel encadrement, ça va être super. Le club Cyclone d'Alma produit des athlètes de haut niveau depuis quelques années. Léandre Bouchard, triple médaillé aux Jeux du Canada, et Rachel Pajot, championne canadienne junior, sont la preuve qu'il est possible de réussir en région. T'sais, je m'entraîne souvent toute seule dans mon sol ou au gym, je suis toute seule. Fait que ça, que tu puisses, je suis avec les cyclos maintenant, puis toutes les fins de semaine, ils ont des entraînements de groupe, puis c'est vraiment plus motivant. Fait que... Il reste à voir maintenant quel impact aura le programme chez les jeunes adeptes de la région en vélo. Roby Saint-Gelais, ATM Nouvelles, Alma. La navigatrice Mylène Paquette, qui a traversé l'Atlantique à la rame en solitaire, sera de passage à Alma le 28 février prochain pour présenter une conférence sur la motivation et le dépassement de soi. Elle présidera la conférence dans le cadre de la rencontre annuelle des membres du regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aux arts,
Le Centre national d'exposition a lancé hier sa programmation officielle de 2014. Près de 300 personnes ont pu admirer les 4 expositions présentées au Mont-Jacob. Notre journaliste Marie-Lou Ringuette reçoit l'animatrice du CNE, Audrey Dufour. Donc, bonjour, Madame Dufour. Bonjour. Pour commencer, quelles sont les expositions qui ont été présentées lors du lancement? En fait, on a 4 expositions qui ont été lancées, qui ont débuté l'année 2014. On a la première exposition qui est en collaboration avec Saguenay en neige, donc une exposition qui est dans l'espace hall du CNE. Donc, c'est 40 ans d'histoire, 30 ans, j'ai dit 40, 30 ans d'histoire, là, finalement, du Festival Jonquière en neige. Donc, c'est vraiment en photographie de A à Z. Donc, les vieilles photographies, dans le temps que c'était Jonquière en neige, en noir et blanc. Ensuite, on poursuit d'année en année jusqu'à l'année passée. On a également une sculpture là, qui a été réalisée dans le thème de Saguenay en neige, qui est à l'extérieur du CNE, par des sculpteurs qui ont vraiment voulu mettre l'accent sur Saguenay en neige. Ensuite, on a lancé l'exposition de Miss Pixel, qui s'appelle Pixel Fossile. Miss Pixel est une artiste qui fait de l'iPhonographie ou de l'art mobile. Donc, elle utilise seulement son téléphone mobile pour réaliser des photographies, donc prises sur le vif. Et après ça, elle va venir le modifier grâce à des logiciels un peu style Instagram, mettons, exemple. C'est pas nécessairement ça qu'elle utilise, mais c'est des logiciels comme ça où elle va mettre l'accent. Après ça, elle va envoyer vraiment à l'imprimerie pour faire des formats géants. Ensuite, on a lancé Mon autre alter ego, qui est présenté par 3 artistes. Donc, on a Fanny, Isabelle et Laurence Amélie, qui, elle, travaille vraiment l'animal, sur tous ses aspects sculpturels, dessin, peinture. Donc, elle va venir vraiment travailler l'aspect animal dans son naturel, état mort, état vivant, donc l'animal proie, l'animal chassé. Et finalement, on a lancé l'exposition du Musée du Québec, qui est le Nigog, qui est une exposition vraiment à voir. Une exposition qui réunit des vieilles œuvres là, du 19e siècle, qui est vraiment, à la fin, c'est une revue qui s'appelait Niga, qui est arrivée dans les années 1900, qui, elle, était vraiment une critique d'art à ce moment-là. Elle n'a pas duré longtemps, mais c'est vraiment pour présenter là, ces auteurs et ceux qui ont marqué cette revue-là. Et puis, en général, est-ce que les gens ont apprécié ces expositions? Oui, effectivement, ce sont des expositions qui sont tous différents. Donc, on a de la photographie, de la peinture, du dessin, des vieilles œuvres antiques. Donc, c'est vraiment une belle brochette, là, finalement, d'œuvres variées. Donc, ça a vraiment été bien reçu par le public. Puis, du côté de la programmation, à quoi on peut s'attendre pour l'année 2014? Encore une fois, l'année 2014 va être remplie de surprises et de partenariats assez incroyables, notamment, justement, le Musée du Québec, l'Auto-Québec. Il va y avoir également la Fondation Asselin du Cégep de Jonquière. On va avoir des artistes de la région aussi, Gatien-Moisan. On va avoir des artistes également de l'extérieur, tels que... C'est ça, là, finalement. En tout, vous allez présenter combien d'expositions? On a tout 17 expositions dans 3 salles différentes et dans l'espace hall aussi. Donc, à peu près, on a peut-être 3 salles et demie. Et quelles seront les expositions majeures? Il va y avoir surtout... le Musée du Québec, présentement, est une exposition qui est majeure. Donc, c'est sûr que c'est une exposition qu'on ne voit pas souvent. Il y a des peintures qui ne sont pas sorties, donc c'est la première fois qu'ils font des sorties publiques avec des cadres vraiment incroyables et des peintures assez magiques. On a l'Auto-Québec aussi. L'Auto-Québec, il y a une collection l'Auto-Québec qui a une collection incroyable qui s'appelle Territoire imaginé. Et en plus, parallèlement à ça, on va avoir l'exposition Repérage. Dans le fond, c'est les artistes du Québec, pas du Québec, excuse-moi, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui vont être ardument choisis, qui vont présenter des œuvres à l'intérieur de cette exposition-là. Et vraiment, il va y avoir le conservateur du musée et le CNE qui vont vraiment choisir les œuvres. Et le conservateur de l'Auto-Québec va regarder pour racheter des œuvres, pour les rajouter à la collection Auto-Québec. Ça, c'est un honneur incroyable parce que, dans le fond, on va pouvoir voyager à travers le Québec. Et pour cette année, c'est quoi les objectifs du CNE? C'est sûr que c'est toujours de créer un sentiment d'appartenance au niveau du public qu'on a déjà. Ça va être de développer les activités sociales. On a déjà des activités sociales qui sont présentes, qui sont installées, comme l'heure du thé, comme Croque Nature, Croque Culture, qui est vraiment un dîner champêtre qu'on offre l'été. Les gens viennent dîner ensuite, donc un service de repas. Ensuite, on fait des visites guidées. Donc, on va aller toucher plus de monde, on va aller chercher plus de monde. On va également chercher des publics différents avec des partenariats différents, comme mettons avec Saguenay en neige. On va essayer de chercher plus le volet familial.
On veut faire découvrir qu'est-ce que c'est le Centre national. C'est gratuit. On offre beaucoup d'activités, des activités pédagogiques, des activités familiales, des activités professionnelles. Donc, on veut vraiment que les gens découvrent, puis c'est gratuit. Donc, c'est ça qu'il faut en profiter. On a des œuvres, des expositions incroyables, puis on veut que les gens, là, vraiment, là, aient à voir ça, là, finalement. Justement, est-ce que vous pensez que les expositions de cette année vont attirer les gens? Oui, cette année, on a une très, très belle, encore une fois, on a une très, très belle brochette. On a beaucoup d'artistes de la région. C'est sûr que nous autres, on prime vraiment les artistes de la région, mais on va également chercher du monde de n'importe où. Notamment, l'année passée, on a eu du nom de Pologne. On va chercher quand même du monde incroyable. Mais on essaie aussi de chercher de la variété. Là, on ne va pas juste chercher dans un volet, exemple de la peinture. On va chercher de la peinture, on va chercher de la sculpture, on va chercher... puis on va chercher également des choses nouvelles. Exemple avec Véronique Click-Twenter, qui est vraiment une exposition de tableaux basic, pas basic, mais je veux dire simplicité, dans le fond, avec un langage Internet. Donc, elle va vraiment utiliser le cyberlangage comme médium de peinture. Donc, on va chercher un peu des personnes plus jeunes. On va également chercher des personnes plus vieilles, comme, encore une fois, le Musée du Québec. On va également chercher vraiment plein de monde comme ça. Bien, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. C'était Audrey Dufour, animatrice au CNE. Les conditions météorologiques causent bien des émois sur les routes de la région et du Québec. Nadia Lemieux, un camion-citerne a fait une sortie de route à Alma ce matin. Oui, on ignore toujours les causes de l'accident, mais un camion-citerne de la division Sonic s'est renversé tout près de l'Odyssée des bâtisseurs sur la route 169 à Alma ce matin. L'accident s'est déroulé vers 10h15. Évidemment, la circulation a été ralentie, mais il y avait des détours sur les rues avoisinantes, dont la rue Davis. Donc, le camion contenait soit du diesel ou du mazout, mais heureusement, il n'y a pas eu de problème majeur, comme un déversement ou des blessés. Le porte-parole régional de la Sûreté du Québec, Jean Tremblay, nous en dit plus. Mineur, le conducteur là, a même refusé les soins. Il n'y a pas eu de collision avec d'autres véhicules. Par contre, ça a entravé la circulation là, depuis 10h30 ce matin à l'heure de l'accident. Encore dévié par la rue Davis. Les conditions routières ont aussi été difficiles dans le parc des Laurentides. Oui, il y a eu un carambolage au kilomètre 102 sur l'autoroute 175 direction sud ce matin. La fermeture... Le carambolage a causé la fermeture de l'autoroute pendant environ 1 heure et elle a été rouverte vers 13 heures. Les causes sont la chaussée qui était enneigée et la visibilité très réduite. Heureusement, il n'y a pas eu de blessures majeures. Et ce n'est pas le seul endroit où la circulation a été difficile aujourd'hui. Une quarantaine de véhicules ont été impliqués dans un carambolage sur l'autoroute 15 à la hauteur de Sainte-Adèle. L'accident a fait une trentaine de blessés, dont 3 grièvement. Donc, c'était une journée qui était très difficile sur les routes aujourd'hui. Heureusement, la situation s'est améliorée dans la région où la chaussée demeure partiellement enneigée, mais la visibilité est bonne. On rappelle l'importance de rester très vigilant sur les routes. Merci, Nadia. Bienvenue. Les conditions difficiles d'aujourd'hui ont compliqué les déplacements comme on a pu le voir précédemment. Vicky Lefebvre, peut-on s'attendre à une amélioration des conditions pour ce soir? Non, malheureusement, les gens devront continuer d'être prudents sur les routes ce soir et cette nuit, puisque la visibilité sera toujours réduite. D'autant plus qu'au Saguenay, on attend jusqu'à 60 % de probabilité d'averse de neige. Et au Saguenay, tout comme au lac Saint-Jean, il y aura des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 60 km/h, ainsi que de la poudrerie. Les températures baisseront jusqu'à moins 36 degrés au Saguenay et jusqu'à moins 38 degrés au lac Saint-Jean. Heureusement, demain, la température sera plus clémente avec une alternance soleil-nuage pour la journée et des températures allant jusqu'à moins 36 degrés au Saguenay et jusqu'à moins 40 degrés au lac Saint-Jean. Pour ceux qui devront emprunter le parc des Laurentides, la température est plutôt bonne. On attend d'ailleurs seulement des probabilités d'averse de neige de 40 % seulement dans le parc pour ce soir et cette nuit. Pour ce qui est de demain, le ciel sera complètement dégagé, donc des conditions gagnantes pour pouvoir se rendre à Québec. Merci, Vicky. C'est ce qui conclut ce Web Journal. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain. Bonne soirée.